Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où on va parler évidemment de la situation au Proche-Orient et du rapport d'Amnesty International. On va parler de notre victoire, de la chute du gouvernement Barnier. On va parler du nouveau gouvernement et de la nécessité de la démission d'Emmanuel Macron. Nous allons parler aussi de la censure populaire et de l'éducation à la sexualité. Générique. Alors d'abord, pour commencer, je veux reparler de la situation internationale et notamment de la situation au Proche-Orient, avec des nouvelles très inquiétantes qui nous viennent de Gaza et y compris du Liban. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu un cessez-le-feu qui a été décidé sur le Liban, ce qui est une excellente nouvelle puisque cela met fin aux souffrances du peuple libanais. Il se trouve que depuis le cessez-le-feu, il y a plus de 50 violations de ces cessez-le-feu qui ont été observées. Et donc, nous sommes très inquiets du fait que le cessez-le-feu puisse durer dans le temps, alors que, je le rappelle, un quart de la population libanaise a été déplacée dans les attaques qui ont été menées par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Mais surtout, nous sommes très inquiets de l'intensification du génocide en cours à Gaza, notamment parce que l'UNRWA, vous savez, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a dû arrêter ses activités, notamment après que la Knesset, le Parlement israélien, ait interdit l'UNRWA d'accéder et d'exercer dans les territoires palestiniens, que ce soit à Gaza, mais aussi en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. C'est très inquiétant parce qu'il y avait déjà eu une offensive très forte de Netanyahou contre l'UNRWA. C'était en janvier, où il avait été indiqué que plusieurs membres de l'UNRWA auraient pris part aux crimes de guerre commis par le Hamas le 7 octobre. L'ONU avait alors demandé une enquête indépendante qui avait été menée par Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères française. Cette enquête avait dit très clairement que l'UNRWA avait une activité indispensable et irremplaçable pour le peuple palestinien. Et donc, le fait qu'aujourd'hui l'UNRWA arrête ses activités est catastrophique et condamne quasiment à mort l'ensemble du peuple palestinien. Donc, nous sommes très inquiets, d'autant plus que la France, pendant ce temps-là, continue de dire qu'il y aurait une immunité pour Netanyahou face au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ce qui est évidemment scandaleux. Et la présidente de la Cour pénale internationale a dit cette semaine « Nous sommes à un tournant de l'histoire. Le droit international et la justice internationale sont menacés. Voilà ce à quoi contribue la France d'Emmanuel Macron, ce qui nous fait honte à l'international. » Et hier, Amnesty International a publié un rapport de 300 pages sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza. Alors, d'abord, je rappelle que la définition du génocide vient de la Convention de 1948 qui caractérise le génocide par des actes commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, social ou religieux. Donc ce n'est pas une question d'opinion quand nous disons qu'il y a un génocide en cours à Gaza, mais une question de caractérisation juridique. Alors, ils ont observé les actes qui sont dans cette convention de 1948 pour montrer que ça correspondait à cette définition du génocide. D'abord, les meurtres des membres du groupe. Là, pour le coup, sur la question des Palestiniens, nous savons qu'il y a plus de 43 000 Palestiniens officiellement tués, et malheureusement, il y en a probablement des dizaines de milliers d'autres sous les décombres, dont 13 339 enfants. Je rappelle que la moyenne d'âge des enfants tués à Gaza est de 5 ans. Ensuite, deuxième acte, l'atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des Palestiniens, avec pratiquement 100 000 personnes qui sont officiellement blessées, plus de 22 000 personnes qui vont garder de graves séquelles, plusieurs générations qui ont disparu sous les bombes et sous les décombres, et des séquelles physiques et psychologiques qui sont incommensurables, évidemment. Et l'ONU a dit par la voix de son secrétaire général cette semaine, là aussi, que Gaza, aujourd'hui, comptait le plus d'enfants amputés au monde par rapport au nombre d'habitants. Ensuite, troisième acte, la soumission à des conditions de vie entraînant une mort lente. Là aussi, c'est l'aide humanitaire qui est empêchée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, c'est la famine utilisée comme arme de guerre, mais aussi l'accès à l'eau potable, puisque 80% de la population de Gaza n'a pas suffisamment accès à l'eau potable. Le déplacement forcé de population, 1,9 million de Palestiniens qui ont dû quitter chez eux, Gaza qui est devenu un champ de ruines et le système de santé qui est complètement détruit. Donc, ces trois actes sur lesquels, sur les 300 pages, Amnesty International a fait un rapport extrêmement précis qui sont constitutifs de ces trois actes de génocide
sachant qu'il y a 5 actes qui sont prohibés dans la Convention de 1948, mais je rappelle qu'un seul des actes suffit à caractériser un génocide, avec à chaque fois l'intentionnalité qui compte, c'est-à-dire le fait que ces actes aient été commis avec une intention de détruire. Sur ça, là aussi, Amnesty International a fait un gros travail, puisqu'ils ont dénombré 102 déclarations qui déshumanisent les Palestiniens. On se rappelle notamment de Yoav Galant, sur lequel il y a aussi un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, qui disait qu'il voulait combattre les animaux humains en parlant des Palestiniens. Donc, la conclusion du rapport d'Amnesty International, c'est qu'il y a bien un génocide en cours à Gaza, que tous les États qui contribuent à aider et à soutenir financièrement et militairement le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou sont complices de ce génocide et qu'il y a obligation pour tous les États qui ont ratifié la Convention de 1948 de prévenir et de punir le génocide. Voilà ce que devrait faire la France et je veux vraiment saluer ce travail de fond, ce travail de qualité qui a été fait par Amnesty International et qui montre, aux côtés de la Cour internationale de justice, aux côtés des déclarations de l'ONU, qu'un génocide est bien en cours et que nous avons raison de continuer de nous battre pour ne pas laisser la Palestine disparaître. Ensuite, pour revenir à la situation nationale, nous avons emporté une grande victoire, puisque pour la première fois de notre histoire, nous avons fait tomber un gouvernement. C'était donc mercredi, un jour historique. Un jour historique, pourquoi? C'est seulement la deuxième fois dans la Ve République qu'un gouvernement est censuré et c'est la première fois depuis même 62 ans qu'un gouvernement est renversé par une motion de censure. La dernière fois, c'était en 1962. Donc, nous avons réussi en quelques mois, non seulement à avoir le premier président de toute l'histoire de la Ve République, Emmanuel Macron, visé par une procédure de destitution grâce aux Insoumis, et le gouvernement de Barnier, le plus éphémère de l'histoire de la Ve République. Et c'est là aussi grâce aux Insoumis, puisque c'est par la motion de censure déposée par les Insoumis et le Nouveau Front Populaire que ce gouvernement est tombé. Il est tombé par notre motion de censure et non pas par celle de l'extrême droite où les médias qui aiment tout embrouiller essayent de faire croire que ça serait le Nouveau Front Populaire avec l'extrême droite qui aurait fait tomber Barnier. La réalité, c'est que nous n'avons même pas examiné ni même voté la motion de censure déposée par l'extrême droite, qui, comme d'habitude, ne sert à rien, puisque comme nous sommes les plus nombreux, eh bien, c'est notre motion qui a été examinée en premier. Et je dois dire que si nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, c'est du fait de l'hypocrisie de Marine Le Pen et de ses amis, parce que s'ils avaient voté la motion de censure que nous avions présentée début octobre avec le Nouveau Front Populaire, au moment où Barnier et son gouvernement ont été nommés, nous n'aurions pas eu tous ces 2 mois qui auraient été perdus avec une situation qui nous rapproche de la fin de l'année et de la nécessité d'avoir un budget. Ça, c'est la première des choses. Donc, moment historique qui emporte un écho puissant sur ce que ça veut dire comme signal dans le pays, celui que à tout moment, les peuples peuvent changer le cours de l'histoire. Et ça, c'est un enseignement que nous devons répéter partout. C'est par notre action que nous avons fait tomber le gouvernement Barnier. Et la première des choses, ce n'est pas comme ça a été répété à tout va sur des mensonges, sur le fait que ce serait le chaos, l'hiver nucléaire, la pluie de sauterelles, les rivières de sang. Non, le premier des sentiments de l'immense majorité sociale du pays, c'est d'abord le soulagement. Le soulagement pour les fonctionnaires de ne pas avoir les 3 jours de carence prévus par ce budget qui est tombé en même temps que le gouvernement Barnier. Le soulagement pour les enseignants avec les 4000 postes de professeurs qu'ils voulaient supprimer par ce budget. Le soulagement pour les retraités, dont la moitié des retraités devaient voir leur pension baisser. Le soulagement pour l'ensemble de nos concitoyens qui se faisaient insulter matin, midi et soir par un ministre de l'Intérieur qui les qualifiait de Français de papier. Voilà le soulagement et l'espoir qu'un autre monde est toujours possible. Voilà ce qui domine à cette heure. Et je dois le dire d'autant plus qu'il y a d'abord eu un gouvernement Barnier qui, pour éviter la censure, a choisi le déshonneur en lâchant à la fois sur l'aide médicale d'État, une nouvelle loi immigration au Rassemblement national, espérant ainsi que le Rassemblement national ne le censurerait pas. À la fin, ils ont eu et la censure et le déshonneur. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu de la part de l'ensemble des ministres et anciens ministres et premiers ministres
une tentative de discréditer ce que nous étions en train de faire en expliquant que au moment où Barnier tomberait, ce serait le chaos politique et économique dans ce pays. Jusqu'à Elisabeth Borne qui a expliqué qu'au 1er janvier, si Barnier tombait, les cartes vitales ne fonctionneraient plus. Tout ça est faux, archi faux, et ne sont que des mensonges et des foutaises pour faire en sorte que nous n'arrivions pas à la censure. Eh bien, non seulement nous avons censuré le gouvernement, mais je vais vous dire, le chaos, c'est Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, détruit méthodiquement nos services publics, fait payer au peuple les cadeaux qu'il fait aux plus riches, et arrive dans une situation où nous avons plus de quasiment 300 plans de licenciement qui sont partout dans le pays et que, en faisant tomber ce budget, nous assurons par exemple à l'ensemble des retraités de ce pays que oui, au 1er janvier, ils auront l'indexation de leur pension sur l'inflation. Donc, ce n'est pas vrai tout ce qui est raconté sur les 18 millions de personnes qui paieraient plus d'impôts parce que le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas indexé sur l'inflation. Tout cela est faux et ce qui crée aujourd'hui le chaos, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Alors, nous arrivons dans une situation où ce jeudi soir, Emmanuel Macron va parler à la télé et probablement il va annoncer un nouveau gouvernement. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas qui il nommera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va nommer quelqu'un pour effacer la victoire que nous avons eue mercredi en censurant ce gouvernement. Il doit l'effacer très vite parce que les appels à la démission d'Emmanuel Macron ne cessent de monter. Vous avez, par exemple, Charles de Courson, rapporteur général du budget, qui dit qu'il est évident qu'il faudra aller vers une présidentielle anticipée. Vous avez Hervé Morin, dont une des députées siège dans le groupe Horizon, donc même dans les rangs macronistes, qui dit lui aussi que Emmanuel Macron doit démissionner. Jean-François Copé, qui est des Républicains, qui dit lui aussi qu'il est inéluctable que Emmanuel Macron démissionne. Et même le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, qui lui aussi dit que Emmanuel Macron doit partir et que c'est la conséquence de ce qu'il a fait. Et il y a même, et ça vous donne quand même une idée d'à quel point Emmanuel Macron a été lâché, sur des chaînes en continu et notamment BFM, un sondage qui a été publié la semaine dernière et mis sur toutes les chaînes d'infos qui montrait qu'après la chute du gouvernement Barnier, 63% des Français étaient favorables au départ d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Emmanuel Macron, et tout le monde le comprend dans le pays, est responsable de cette situation et de l'impasse politique dans laquelle il a mis le pays. C'est lui qui a décidé d'une dissolution sur demande du Rassemblement national. C'est lui qui a décidé de ne pas respecter le résultat des urnes. Et c'est donc lui qui a mis en place un gouvernement minoritaire qui était voué à l'échec dès le premier jour puisqu'il n'avait pas de majorité ni à l'Assemblée ni dans le pays. Et donc, il doit en tirer les conséquences. Pourquoi? Il ne va pas utiliser un Barnier ou je ne sais qui ça ce sera derrière, qui sera censuré tous les 3 mois et espérer ainsi pouvoir tenir pendant 3 ans. Donc, lorsque vous êtes dans une impasse politique telle, il ne reste qu'une solution et cette solution, à chaque fois, c'est le peuple. C'est de se retourner vers le suffrage des Français et des Françaises pour qu'ils puissent redécider à tout moment de notre destin commun et de l'avenir que nous voulons inventer ensemble. Donc, c'est pourquoi il est inéluctable qu'à un moment ou à un autre, il y ait une élection présidentielle. Et je le dis d'autant plus, avec d'autant plus de gravité, que dans la Constitution est noté que pour l'élection présidentielle, vous avez entre 20 et 35 jours maximum pour pouvoir organiser cette élection présidentielle suite à la démission d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce qui est certain, c'est que non seulement le gouvernement Barnier a été renversé mercredi, mais en plus de cela, la Macronie est finie, car c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui a été battue et nous allons réussir à faire en sorte que ce président de la République s'en aille avec son arrogance, son déni, son mépris et à faire respecter la démocratie. Celle qui a été bafouée en 2005 en bafouant le vote des Français contre le traité constitutionnel européen. Celle qui a été bafouée en 2023 en passant en force la retraite à 64 ans contre l'immense majorité du peuple, contre le Parlement et contre l'ensemble des syndicats. Celle qui a été bafouée le 7 juillet 2024 en refusant de reconnaître le résultat des urnes. Donc oui, nous faisons aujourd'hui respecter la démocratie et dans les noms qui sont envisagés, vous avez des gens qui sont du socle commun, comme ils aiment dire. Monsieur Barouin, c'est assez comique puisque Monsieur Barouin qui est évoqué dans la presse
et celui qui disait en juin 2024 que la dissolution était une stratégie dangereuse de la part du président de la République et qu'après les législatives anticipées se poserait la question du départ d'Emmanuel Macron. Donc c'est quand même assez comique qu'on pense à lui. Ensuite, vous avez Monsieur Lecornu qui est un ministre macroniste depuis 7 ans et qui ne vise qu'à continuer la politique d'Emmanuel Macron. Vous avez Monsieur Retailleau qui, lui, est celui qui ferait la jonction avec l'extrême droite et qui ne cesse de répéter les mots qui ont été utilisés lors de la dernière prise de pouvoir de l'extrême droite, c'est-à-dire sous Vichy, puisque Français de papier est une expression de Pétain et de Vichy, ou peut-être Monsieur Bayrou qui lui aussi fait partie de ce bloc macroniste. Je le dis très solennellement, il est impossible que la politique d'Emmanuel Macron continue. Et donc, nous censurons tout gouvernement qui ne sera pas un gouvernement du nouveau Front populaire. Et quand vous voyez la situation avec notamment des alliés du nouveau Front populaire qui expliquent qu'il serait peut-être possible de faire un accord de non-censure avec les macronistes, je leur dis, tout ça est une chimère. C'est une chimère, pourquoi? Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé la semaine dernière dans notre niche parlementaire, lorsque nous avons présenté l'abrogation de la retraite à 64 ans. Cette abrogation de la retraite à 64 ans a été empêchée dans son vote par une obstruction du gouvernement et par une obstruction des macronistes. Donc, il n'existe aucun macroniste qui serait d'accord avec le fait de défaire ne serait-ce qu'une partie, la partie la plus symbolique de la politique d'Emmanuel Macron, celle de la retraite à 64 ans. De même que cela voudrait dire renoncer à augmenter les salaires et le SMIC dans ce pays. Eh bien, tout ça, il n'en est pas question. Nous ne ferons pas d'espèce de grande coalition de front républicain pour gouverner ensemble. Nous ne pouvons pas faire cela et j'invite tout le monde à se rappeler que l'ensemble des 193 députés du nouveau Front populaire a tous été élus sur le même programme et ce programme est celui du nouveau Front populaire, un programme de rupture et c'est l'unique raison pour laquelle nous voulons gouverner pour rompre avec la politique de malheur d'Emmanuel Macron. Quant au pays, je disais soulagement et surtout nécessité de changer très rapidement de politique car la censure populaire arrive. En début de semaine, après les agriculteurs, après les gilets jaunes qui avaient manifesté, après les salariés qui avaient manifesté contre les plans de licenciement, c'était les taxis qui manifestaient contre le fait qu'il y a une convention avec l'assurance maladie qui leur permet de prendre en charge les transports de malades, notamment lorsqu'ils vont à des rendez-vous à l'hôpital ou autre. Et là, dans leur convention, pour faire des mini-économies, on demande maintenant aux chauffeurs de taxi de faire une sorte de tournée pour récupérer plusieurs malades qui, du coup, auraient des trajets beaucoup plus longs. C'est par exemple des gens qui vont en chimiothérapie, pensant que les malades sont en quelque sorte des colis et non des êtres humains. Et donc, les chauffeurs de taxi, par leur mobilisation massive, se sont non seulement battus pour eux et pour leur profession, mais aussi pour l'intérêt général, pour dire qu'il n'est pas question de ne pas respecter les gens qui sont malades et sur lesquels on essaierait de faire des économies pour, là encore, faire payer les cadeaux aux plus riches et aux multinationales. C'était cette semaine aussi les salariés d'Auchan qui se battent contre 2400 suppressions de postes, alors que Auchan, dont est la propriété de la famille Mullier, 7e fortune de France, comme si ce n'était pas assez, et que les Mullier ont notamment reçu pour Auchan 500 millions de crédits impôts compétitivité emploi depuis 2013 et surtout ont distribué depuis 2021 1 milliard de dividendes et comme d'habitude, cet argent public a servi donc à gaver les actionnaires et à détruire de l'emploi et il en est hors de question et évidemment, nous les soutenons comme nous soutenons les Michelin, les ArcelorMittal, les MA France et tous ceux qui sont aujourd'hui touchés par des plans de licenciement qui encore une fois ne sont pas une fatalité. Et ce 5 décembre, ce sont les fonctionnaires qui manifestent dans une mobilisation qui s'annonce massive puisqu'il y a une attaque en règle qui est faite contre les fonctionnaires depuis maintenant plusieurs semaines sur lequel le gouvernement précédent a essayé d'économiser 1,2 milliard, notamment par les jours de carence, avec Kasbarian, ministre dont là aussi les fonctionnaires seront soulagés de ne plus avoir affaire à lui, qui, par exemple, félicitait Elon Musk et Donald Trump, donc l'extrême droite des États-Unis, en ayant hâte de travailler avec Elon Musk sur l'efficacité gouvernementale et notamment en mentant sur les fonctionnaires en disant qu'ils seraient plus absents que le privé. Or, et c'est ce que a démontré un rapport récent qui n'est pas de nous,
mais qui est de la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Les fonctionnaires sont aussi absents que les salariés du privé, donc il n'y a aucune raison de vouloir toujours aligner les gens vers le bas et nous voulons supprimer ces jours de carence. Je rappelle que les fonctionnaires choisissent l'intérêt général du pays. Ils choisissent le bien commun. Et les conditions de travail des fonctionnaires déterminent bien souvent les conditions de travail des salariés du privé. Et donc que tout le monde a intérêt dans ce pays à ce que les fonctionnaires soient bien payés, bien rémunérés, bien reconnus et dans des bonnes conditions de travail. D'autant que quand on regarde le bilan de 7 ans de Macronie, c'est à l'hôpital 5 000 lits qui ont été supprimés en 1 an et 45 000 en 20 ans. 45 000 lits supprimés, voilà le désastre des politiques néolibérales. Avec dans l'éducation 4 000 postes qu'ils voulaient supprimer et que nous avons réussi à battre dans les discussions budgétaires et que nous espérons bien que nous battrons définitivement, et 1 500 écoles fermées depuis 2017 et 60 universités dans le pays qui seront en fin de paiement en 2025, donc une situation absolument catastrophique. Nous serons évidemment à leur côté. Quand je vous dis que ça s'annonce massif, la FFU SNUIPP parle de 65% de l'enseignement primaire qui serait en grève ce 5 décembre et on monte même à 78% lorsqu'on regarde par exemple en Seine-Saint-Denis. Enfin, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui montre une réelle offensive des antidroits et des mouvements réactionnaires. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec le ministre, qui n'est plus là du coup, le ministre Portier, le ministre de la réussite scolaire, qui a tenu des propos extrêmement infamants contre l'éducation à la sexualité à l'école. Je rappelle qu'il y a une loi de 2001 qui rend obligatoire 3 séances par an pour chaque élève de ce pays à tous les niveaux sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et que l'éducation est la manière d'aller à la racine pour combattre les violences sexistes et sexuelles, notamment dont on voit les monstruosités dans l'affaire de Gisèle Pelicot actuellement. Donc il faut aller à la racine, c'est-à-dire à l'éducation. Donc je rappelle que l'éducation à la vie affective et sexuelle est une manière d'apprendre à se respecter, à respecter les autres, à identifier les conduites inacceptables, à apprendre sur le consentement, sur le respect du consentement, sur la réciprocité, bref, sur l'égalité entre les êtres humains. Voilà quels sont les apprentissages qu'il y a dans l'éducation à la sexualité, qui sont bien souvent faits soit par l'éducation nationale, soit par des associations comme le planning familial. Il y a des attaques depuis plusieurs années de l'extrême droite, notamment des zémouristes avec ceux qu'on appelle les parents vigilants, qui essayent de faire croire à des fake news à tout va sur le fait qu'on apprendrait à des enfants à faire des fellations ou je ne sais quoi. Tout cela est absolument faux. Et lorsque vous avez un ministre de la République qui reprend lui-même ces fausses informations en expliquant que, par exemple, dans ces cours seraient dispensés des cours de théorie du genre, chose qui a été inventée et qui n'existe absolument pas, eh bien, vous êtes dans une situation très grave où ces mouvements réactionnaires se sont mis au cœur même de l'État. Parce que le théorie du genre n'existe pas. Par contre, les inégalités entre filles et garçons existent. Les violences existent, et je pense notamment aux enfants victimes d'inceste, et le harcèlement scolaire existe. Voilà ce qui existe, voilà à quoi sert l'éducation à la sexualité, et nous devons absolument la faire respecter, d'autant plus que, je le rappelle, il y a seulement 15% des élèves qui ont véritablement les 3 cours obligatoires, les 3 séances obligatoires par an, et que donc l'État ferait mieux de s'occuper, et le gouvernement de s'occuper, de savoir si cette obligation légale est respectée, plutôt que de l'attaquer de la pire des manières. Dernière chose, vous l'aurez compris, nous sommes dans un moment intense du pays où tout peut basculer. Et ce que nous avions dit depuis le début, au moment où la Macronie est en train de s'effondrer sous nos yeux, c'est que cela se terminerait entre les fascistes et nous. Nous sommes arrivés dans ce moment-là et ce que nous continuons de faire, c'est de dire que nous défendrons la démocratie, l'unité du peuple français et la République sociale. Nous continuerons à garder ce cap. Force les amis, la peine sera de courte durée et nous pouvons toujours démontrer qu'un autre monde est toujours possible. Excellente semaine à vous.